Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Un marché qui est difficile, un marché qui est délicat à voir venir puisque certaines amorces de tendance ne se confirment pas. Dollar américain qui a été fortement recherché notamment vendredi suite aux bons chiffres de l'emploi, mais en même temps on se souvenait qu'en début de semaine dernière, c'était l'euro, en tant qu'indice de devise, qui avait pu donner des signaux de force. Alors, il est délicat d'envisager les choses, puisque je constate par exemple que l'euro-yen, l'euro-CAD ou l'euro-AUD sont toujours attractifs à l'achat, et en même temps, on connaît la belle séance qu'a réalisé le dollar américain vendredi dernier, mais il se replie, en tout cas il retrace une partie de cette hausse. Les marchés actions de la zone euro qui sont sur leur point bas du mois de mai, mais qui glissent, et qui glissent d'une façon assez étonnante. Une sorte d'inertie baissière, point par point, ils s'enfoncent, mais sans pour autant casser de manière franche le niveau de support. Ces marchés sont donc difficiles. Je vais vous en proposer à nouveau un tour d'horizon. On parlera bien sûr des marchés actions US, on parlera du taux de change euro-dollar, du dollar US, des matières premières, des taux, tension qui reste assez vive sur les taux obligataires, des emprunts d'État, l'euro index, le yen et enfin le dollar néo-zélandais. Et puis bien sûr vos questions, réponses. Je vous laisse prendre connaissance ici d'avertissement sur les risques. C'est une présentation réalisée à titre purement indicatif. Alors, bienvenue. Brièvement pour ceux qui n'étaient pas présents ce matin, je vous rappelle le calendrier économique et les événements à suivre cette semaine. Aujourd'hui, hormis tout à l'heure la mise à jour par la Banque Centrale Européenne des modalités de ces différents programmes monétaires. C'est demain que le marché se focalisera sur la macroéconomie de la zone euro, avec ici la seconde estimation du PIB européen au premier trimestre, c'est demain à 11 heures, avec bien sûr la décision en matière de taux de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande mercredi, les ventes au détail aux États-Unis jeudi. D'ailleurs, le dollar néo-zélandais, laissez-moi simplement et de manière très rapide vous montrer un chart. Vous avez sous les yeux le Kiwi Index, le dollar néo-zélandais qui a chuté 7 semaines consécutives d'affilée. Alors clairement, par rapport à ce mouvement-là, nous vous invitons à être prudent sur les ventes du dollar néo-zélandais, alors qu'une décision monétaire est attendue mercredi qui pourrait se traduire par des rachats de short, comme cela d'ailleurs se produit souvent de manière très cyclique. Lorsque ce marché chute en ligne droite, il a tendance à faire des contre-pieds lorsqu'il enchaîne plusieurs semaines consécutives de baisse. En tout cas, soyez donc prudents sur ce dollar néo-zélandais qui a enchaîné tout de même cette semaine consécutive de baisse. On en reparlera de manière plus précise d'ici mercredi soir. Naturellement, nous en aurons l'occasion. Donc cette semaine, ce sont ces éléments-là sur lesquels le marché se focalise. Le marché action, il est toujours sous pression du fait du risque toujours intact de défaut de la Grèce. Pourquoi? Parce que cette dernière ne fait que gagner du temps. A priori, les échanges restent délicats entre la Grèce et ses créanciers. D'ailleurs, elle a utilisé ce que lui permettait de faire une clause qui la liait contractuellement au Fonds monétaire international. Vous le savez, et c'est pourquoi l'incertitude persiste, c'est que le marché s'attendait à une réponse la semaine dernière, et en réalité, ce délai de réponse a été implicitement prolongé jusqu'au 30 juin 2015, puisque les 4 échéances de dette vis-à-vis du Fonds monétaire international qui cumulent, je crois, autour d'1,5 milliard d'euros, sont désormais rassemblées au sein d'une seule ligne de crédit dont la date d'échéance est désormais fixée au 30 juin 2015. Donc un report dans le temps, ce qui signifie maintien de l'incertitude et ce qui maintient donc les marchés actions de la zone euro sous pression. En tout cas, c'est un facteur que le marché n'aime pas. Alors voilà pour les quelques graphiques que je souhaitais vous montrer rapidement. Je vais commencer ici par un panorama des indices devises. Et puis bien sûr on passera sur de l'intraday, hein. Je vais faire du DAX en intraday, du CAC en intraday, de l'euro-dollar en intraday, mais c'est simplement pour que vous puissiez réaliser comme la situation est délicate. Sous les yeux, l'euro en tant qu'indice devise. L'euro en tant qu'indice devise, il est recherché depuis le début du mois de juin, c'est ce que vous constatez ici. Il s'est apprécié, alors notamment avec des signaux techniques très positifs sur certaines paires de devises dont nous avons parlé, mais l'euro s'est apprécié. Il a rejoint d'ailleurs ces sommets ici de janvier 2015 et de février 2015. Derrière cette hausse de l'euro, des tensions vives du côté des taux obligataires au sein de la zone euro, notamment depuis que la semaine dernière, la Banque Centrale Européenne, à travers une conférence de presse de Mario Draghi, a semblé considérer que cette reprise des taux au sein de la zone euro était finalement un baromètre des nouvelles anticipations fondamentales pour la zone euro.
Donc l'euro en tant qu'indice de devise a progressé depuis le début du mois de juin. Et on constate qu'aujourd'hui, on a un chandelier qui est positif, mais l'euro en tant qu'indice de devise se maintient toujours sous cette résistance. Alors ça c'est important à noter et je pense qu'il faut le suivre. Et lorsque vous jetez un œil aussi à la dynamique générale du dollar US, alors vous avez sous les yeux la dynamique générale du dollar US, on peut constater que la séance la semaine dernière a été particulièrement positive grâce aux bons chiffres de l'emploi publié au titre du mois de mai aux États-Unis. Alors, au final, et je vais passer sur cette fois-ci des graphiques en données journalières, je vais vous parler de l'once d'or, je vais vous parler du Nikkei et d'autres. On comprend que cette situation globale est délicate parce qu'un intérêt acheteur s'est manifesté la semaine dernière pour l'euro, mais en même temps, la dynamique haussière de fond du dollar américain est quant à elle restée intacte. Alors, voilà pourquoi la situation reste complexe. Quelques graphiques en données journalières qui, là aussi, tendent à rendre difficile la lecture des indices boursiers. Vous avez ici sous les yeux les chandeliers journaliers de l'indice CAC 40 et on constate que pour le moment, l'indice CAC 40 se situe sur les points bas du mois de mai. Le CAC 40, il teste les 4870, il est dessus, mais clairement, on a une situation qui est quand même très différente de celle que nous avions eue le 7 mai ou encore le 2 mai. Pour l'instant, le CAC il est sur un support, mais il le malmène, ou en tout cas, le marché perd de manière très lente des points. Point par point, il tombe. Et c'est ça qui est assez étonnant, en fait, la façon dont ce marché se replie. Donc, le CAC il est pile poil sur son point bas ici, du 7 mai. C'est délicat parce que l'Eurostoxx 50 lui a basculé en dessous, mais de manière aussi là très marginale et pas impulsive. Le marché donne l'impression de perdre là aussi point après point, mais d'une manière extrêmement lente. Idem pour le DAX qui aujourd'hui bascule de quelques points sous les 11 165, les points bas du 7 mai. Alors en réalité, c'est certain qu'en cours de clôture journalier, on fait des nouveaux plus bas en cours de clôture depuis déjà le 4 ou 5 juin. Si je passe ici en cours de clôture sur le DAX ou encore sur le CAC. Mais c'est un mouvement qui, je trouve, est très lent, donc qui peut mettre mal à l'aise, où finalement on a l'impression qu'à tout moment, ce marché pourrait établir une mèche. Alors évidemment, en cours de clôture, on a tout de même des cassures qui avaient finalement eu lieu dès les séances du 4 ou 5 juin, mais d'une manière tellement lente que ce n'était pas non plus une cassure baissière extrêmement franche. Alors c'est pourquoi je reste globalement méfiant. Bon, mais j'admets qu'on glisse et que ce marché a beaucoup de mal à se stabiliser. Alors bon, encore un peu de temps sur quelques graphiques en données journalières, mais je ne vais pas non plus y passer la journée. Ce qui maintient a priori les marchés actions de la zone euro, si je cherche des relations intermarchés, c'est probablement ce qui se passe sur le taux d'intérêt des emprunts d'État ou sur le prix des emprunts d'État. Si vous en avez un sous les yeux avec un choc ici depuis la mi-avril, c'est quelque chose qui la semaine dernière a fortement impacté à la fois l'euro et les indices boursiers de la zone euro. C'est cette reprise de la baisse sur ce marché obligataire d'État avec un contrat de taux Bund qui ici a effectué donc de nouveau plus bas et qui se maintient désormais sous pression. Il ne baisse pas aujourd'hui davantage, il ne franchit pas non plus de résistance. Et en l'état, au fond, si le marché n'est pas rassuré par rapport à certains risques, eh bien on constate que sur ce marché action, ça glisse point après point, et que pour le moment, j'ai envie de dire que les supports, on voit bien sur quel niveau se situe le CAC 40, mais en même temps, j'ai presque envie de dire maintenant qu'il faudrait réellement, cette fois-ci il n'y a plus le choix, il faut attendre de franchir une résistance, et tant qu'on n'en franchit pas de résistance sur ces marchés actions de la zone euro, eh bien on continue de glisser. Mais cette baisse manque de volatilité, alors elle est difficile. Rapidement encore, quelques graphiques en données journalières à vous montrer avant de basculer sur des charts intraday. Je vérifie quand même une chose, voilà, le son et l'image fonctionnent normalement, tout va bien. Le Nikkei. Alors le Nikkei, moi, me semble toujours convaincant. Je vous en ai pas parlé ce matin, mais je me permets de vous en parler cet après-midi. Je vous ai préparé sur notre site un article qui s'appelle donc voilà. Donc
Voilà, Nikkei 225, la bourse de Tokyo bénéficie de la faiblesse du yen et du rebond de la croissance au premier trimestre. Alors ça c'est un marché dont je n'ai pas parlé ce matin mais qui est susceptible de vous intéresser parce qu'au fond il se maintient en tendance, à savoir que la nuit dernière le PIB du Japon au premier trimestre a été révisé assez nettement en hausse, 1% contre 0,6% d'un trimestre à l'autre et 3,9% contre 2,8% au rythme annuel. Avec des entreprises japonaises qui ont a priori sensiblement augmenté leur niveau d'investissement sur fond d'un yen faible sur le marché des changes. C'est gage d'un avantage vis-à-vis des États-Unis, le taux de change USD-yen, ou vis-à-vis de la zone euro avec le taux de change euro-yen. Donc ça je pense que ce sont des choses qui se poursuivent et je pense que nous avons toujours sur le Nikkei, regardez c'est assez impressionnant, si vous prenez les chandeliers journaliers du Nikkei depuis le 25 mai, c'est impressionnant qu'on se stabilise au-dessus des 20 300, combien ça fait 20 338. Elle est vraiment impressionnante cette séquence, tous ces chandeliers journaliers là sur le Nikkei. On fait un range, alors c'est certain que lorsqu'on fait ce type de range après un tel mât haussier, généralement c'est techniquement quand même une construction haussière qui est favorable et qui donne envie d'adopter cette stratégie dans le sens de la tendance, protégée par un stop, par exemple, sous ces points bas là, qui s'établissent à 20 263, ou tout au moins sous les 20 122, voilà, ces points bas là. Donc voilà, ça au moins, si je fais un tour d'horizon des graphiques en données journalières de ces marchés actions, autant l'Eurostoxx 50, le DAX, mais d'une manière très lente, semblent malmener leur point bas du mois de mai, c'est un fait sur le DAX, autant le CAC, lui il est pile poil dessus, ça glisse, autant le Nikkei, lui je pense se stabilise. Alors, comme promis, avant de basculer sur des charts intraday, je vais vous parler de Wall Street, des marchés actions US. Les marchés actions US corrigent depuis 2 semaines. Alors je donne cette information de temps parce que c'est tout de même un marché qui corrige rarement plusieurs semaines d'affilée. Je vais vous montrer ici des chandeliers weekly sur le Nasdaq par exemple. Si je prends ce marché depuis de nombreuses années, alors certes nous avons eu ce qui s'est passé en octobre où il y avait eu 4 semaines consécutives de baisse, qui étaient fortement impulsives, mais si je prends les tout derniers chandeliers hebdomadaires sur les marchés actions US, c'est globalement des chandeliers assez plats, il ne se passe pas grand chose. Les marchés actions US corrigent depuis 2 semaines, mais là aussi de manière extrêmement lente. Si je prends le SP500 et le Dow, et notamment l'indice S&P 500, c'est suite à la formation de sommets marginaux ici, aux alentours du 20 mai, à 2140 points, que ce marché glisse depuis, notamment lorsqu'il a rebasculé sous ces 2117 points, donc qui étaient les précédents tops. Il a tenté de les franchir, il s'est retrouvé couvert par cette résistance. Mais globalement, voilà, c'est... alors, je rebascule ici en cours de clôture, et moi c'est cette zone ici que je surveille, c'est ce que j'estime être le premier niveau de support horizontal véritablement tangible, que j'établirai aux alentours des 2080 points. Voilà, 2080, le SP500 il a fait 2085, mais là aussi on glisse. Y a-t-il une forme chartiste particulière que ce marché prend dans la correction? Pas réellement. On peut probablement attraper ce type de canaux. Voilà ce que l'on a pour le moment sur le SP500. Mais voilà, donc ça peut être intéressant comme pattern. Donc voilà, moi c'est ce que je surveille sur ce SP500, cette zone de support. Alors je l'ai mis comme une zone, mais je prêterai davantage attention au cours de clôture, ici des 2080 points. Mais pour le moment, voilà, on glisse vers cette zone. C'est assez similaire, je dirais, sur le dos, en cours de clôture journalier. Lorsque je bascule dessus, j'ai cette zone horizontale, et qui cette fois-ci est malmenée. Là aussi, c'est ce niveau de prix des 17 840. C'est pas évident de trouver des niveaux horizontaux qui soient propres sur les marchés actions US. Là aussi, cette séance de baisse qui dure depuis 2 semaines, elle a commencé sur le dos. D'une certaine façon, on avait ici une structure en épaule, tête-épaule, très étroite, donc qui n'a pas d'implication de moyen long terme. Mais vraiment, là où ce marché a accéléré, c'est que lorsqu'il a brisé ici les 18 000 points, depuis il se replie. Alors va-t-il aller chercher ici les 17 740 ?
C'est dans l'ordre du possible. Il se retrouvera à ce moment-là en zone de support. Mais concrètement, voilà, c'est plus ou moins le topo qu'on peut faire par rapport à tous ces marchés actions, qu'il s'agisse de Wall Street ou des marchés actions européens. C'est une baisse, si je devais choisir un adjectif, je la qualifierais d'insidieuse. Parce qu'elle est très lente, elle se fait point par point. Traduisant, je pense, probablement l'absence d'acheteurs, ça c'est certain. Mais on ne peut pas non plus dire que ce marché soit shorté de manière impulsive, avec des niveaux de support qui se feraient pulvériser. C'est une baisse extrêmement lente et donc insidieuse. Je pense que c'est l'adjectif qui correspond, parce que une telle baisse, c'est deux choses. Certes, d'une part, on a l'impression que se mettre en face et de s'intéresser à tous les niveaux de support se traduit par finalement des échecs en termes de stratégie, mais en même temps, cette baisse est tellement lente qu'on a le sentiment qu'à tout moment, dès lors qu'un élément fondamental se manifesterait, que ce marché pourrait être acheté. Mais pour le moment, il continue de glisser. Alors, c'est pourquoi je pense que c'est un marché qui est difficile, ici tant à Wall Street que sur les marchés actions de la zone euro. Et clairement, donc après 2 semaines de baisse à Wall Street et tout de même une phase de consolidation, correction qui a débuté sur les marchés actions de la zone euro depuis la mi-avril, et on teste quand même ces fameux points bas du mois de mai. Alors on verra la clôture ce soir. J'ai toujours ce sentiment qu'on peut finir par réussir à se stabiliser sur certains niveaux de support. Donc c'est franchement délicat. Moi je veux bien essayer de vous donner des éléments. Je vais essayer en intraday de revenir sur des éléments qu'on a vus ce matin. Mais c'est un marché difficile. Alors y a-t-il un marché qui soit lisible et très lisible? Vous avez sous les yeux un graphique, mais deux parties. Tout d'abord, le dollar US. Quoi qu'on en dise, lorsque je regarde les chandeliers journaliers du dollar US, je pense toujours que nous sommes dans cette phase de reprise de la hausse depuis le 15 mai. Alors, on a eu vendredi une belle séance haussière, on sait à quoi la rattacher, et on pouvait s'attendre à une confirmation rapide. En clair, on pouvait s'attendre que dès lundi, par exemple durant la session asiatique, le dollar US se retrouve au niveau de ses sommets du 1er juin. Mais cela n'a pas été le cas. Il y a un retracement de la séance de hausse de vendredi. Un retracement qui reste pour le moment assez léger en termes d'amplitude. Donc au final, on peut tout de même considérer que le dollar US il est soutenu par cette ligne de tendance qui attrape les points bas de la mi-mai et le point bas du 4 juin. Vous avez au-dessus ici du graphique du dollar US les chandeliers journaliers de l'once d'or, du gold. Le XAU USD, donc ici vous avez l'USD, les chandeliers journaliers du dollar US. L'once d'or en données journalières, bah lui c'est un canal de baisse. C'est un canal de baisse depuis la mi-mai. Et alors, vendredi on s'est enfoncé, on a fait 1163. On a un chandelier aussi de vendredi qui n'est pas extrêmement clair, même s'il est au final baissier. On a tout de même l'ombre basse du chandelier qui est plus importante que la taille du corps. En clair, il y a eu des acheteurs, mais probablement techniques, dans la partie basse de ce canal. Pour le moment, l'once d'or il reste positionné sous sa première résistance entre 1178 et 1180 $. On va dire 1180 $ pour faire simple. Donc voilà pourquoi globalement ces situations elles sont délicates. Je peux regarder d'autres indices boursiers de la zone euro. Je regarde par exemple le MIB. Le MIB aussi, il n'est pas encore tout à fait sur un support, mais le MIB il sera bientôt sur 22 550. 22 550 c'est un support, c'est le précédent sommet de l'année 2014, c'est le point de rebond du 18 mars, le point de rebond du 6 mai. Espérons que ce ne soit pas la ligne de coup d'un double top, ça ce serait dommageable. Mais voilà, le MIB, alors par contre c'est 22 550, donc c'est encore quand même quelques dizaines de points en dessous, mais le MIB se retrouvera bientôt ici au contact de ce support, c'est le marché action italien. Lorsque j'étudie les chandeliers journaliers de l'IBEX, alors là on constate que la situation est plus délicate, ce marché est aussi en train de s'enfoncer, mais voilà, il revient tester ici les points bas du 7 mai. Le MIB arrive sur les points bas du 7 mai, ce qui correspond donc à ce support des 10 930 points. Mais le marché a une façon tellement étrange de tomber sur ces supports que j'ai presque envie de dire que maintenant, pour ne plus prendre de risques
se mettre en face, il serait nécessaire d'observer une vraie séance d'inflexion, une vraie session journalière de bourse avec une belle mèche basse, une clôture au plus haut. Ça fait longtemps, et très longtemps tout de même, enfin très longtemps j'exagère, mais ça fait quand même un certain nombre de séances que le marché action de la zone euro n'a pas terminé une séance au plus haut. En clair, que le marché n'a pas donné le sentiment, sur la base d'une clôture de séance, de vouloir revenir à l'achat. Alors je pense que maintenant il va falloir vraiment attendre ça, parce que pour le moment, eh bien, ça se replie de manière très lente, et c'est désagréable de voir le marché perdre point après point de cette façon. Alors on doit probablement, parmi les éléments déstabilisateurs ou qui n'invitent pas les investisseurs à se repositionner massivement sur les marchés actions de la zone euro, qui pendant très longtemps, notamment au premier trimestre, on disait des marchés actions de la zone euro qu'ils partaient trop vite, qu'il y avait beaucoup de retardataires. Et finalement on voit que le DAX perd presque 11% depuis ses sommets du mois d'avril, et bon, pour l'instant les retardataires ne reviennent pas tout de suite à l'achat, mais on a ce sentiment qu'il pourrait ne pas tarder à le faire. Le Bund, vous l'avez sous les yeux, le marché obligataire, le marché des taux, les marchés de taux au sein de la zone euro sont un des éléments déstabilisateurs du mois de mai, sur le plan des actifs financiers, et cela dure. Alors pourtant, on sait qu'au mois de juin, donc nous sommes actuellement en train de le vivre, le mois de juin, c'est ce qu'avait annoncé la Banque Centrale Européenne, il me semble en avril ou début mai. Elle a l'intention de reporter une partie des achats qu'elle avait prévus de titres de dette en juin et en juillet sur mai et juin. Au mois de mai, elle les a augmentés légèrement. Donc on peut s'attendre à ce que le mois de juin soit le mois qui profite le plus de cette nouvelle distribution des achats de titres de dette, cette nouvelle distribution dans le temps. Et pourtant, là aussi, on peut être déçu parce que le Bund, même s'il se stabilise depuis le 4 juin, ne franchit pas pour autant de résistance. Ça aussi, ça fait partie des choses à surveiller, le jour où ce marché sera capable de franchir une résistance, mais pour le moment, il ne le fait pas. On sent que le marché est retenu par quelque chose, et probablement qu'il s'agit de la Grèce, avec finalement, plus on reporte dans le temps l'aboutissement à un accord qui permettrait de libérer cette tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros, plus le marché quand même tend à s'inquiéter, moins en tout cas des décisions d'investissement en tendance ne sont prises, et pour le moment le marché action de la zone euro continue de glisser, mais je continue de considérer que cette glissade est peut-être traître. Mais je me garderai maintenant d'anticiper les choses, et le jour, je vous ai dit, le jour où vous avez un chandelier journalier qui serait de nature complètement différente, avec une clôture au plus haut, nous aurons le point de départ d'un vrai rebond. Nous aurons le point de départ d'un vrai rebond. Alors, la situation est délicate, hein. Dans les graphiques en données journalières, je vous montre quand même le graphique de l'USD Yen. Alors, a-t-on l'amorce ici d'une divergence? Il faut être méfiant là-dessus, hein, parce que regardez à l'époque, lorsque l'USD Yen était particulièrement haussier, ici on pouvait avoir en D1 avoir l'impression de div. Bon, pas vraiment, ça avait continué de monter. Pour l'instant, l'USD Yen il reste au-dessus de cette ligne de tendance. Ce type d'élément là peut simplement ralentir la progression. Pour l'instant, il reste quand même globalement bien soutenu. Voilà. Bon, écoutez, pour les graphiques en données journalières, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Je conclus avant de basculer sur des charts intraday, sur le pétrole. Pourquoi? Parce que vous m'avez posé la question ce matin. Refaisons l'année du pétrole. Une phase haussière sur le pétrole de la mi-mars au début du mois de mai, et puis depuis plus rien. Depuis plus rien du tout. Au mois de juin, début juin, le marché attendait avec impatience la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'était vendredi dernier, vendredi le 5 juin. Qu'en est-il ressorti? Eh bien rien. C'est-à-dire que l'OPEP n'a pas changé le niveau actuel de la production des pays exportateurs de pétrole, ce qui se traduit sur le prix du pétrole par la poursuite d'un range ici sur le contrat US Oil entre 56,50 $ et 62 $. Et quant au Brent, on a une situation qui est un peu différente. On a une consolidation qui prend la forme d'un canal de baisse
Et nous constatons d'ailleurs que le CFD UK Oil ici est soutenu maintenant par cette ligne de tendance. Le marché se stabilise, mais là aussi, il n'y a pas de redémarrage. La situation de marché du prix du pétrole s'est complètement neutralisée à court terme, mais elle n'est pas devenue négative pour autant. C'est-à-dire qu'on reste quand même au-dessus de certains niveaux de support, mais ce marché s'installe désormais dans un range. Ok, voilà pour les graphiques en données journalières. Maintenant, je bascule sur des graphiques intraday pour être un peu plus précis et répondre à certaines de vos questions. Alors, je poste les premiers commentaires. N'hésitez pas pendant le live à les poser vos questions. Alors, une question, bon, je vois qu'il y a des questions d'ordre général, accordez-moi un peu de temps, puis j'y répondrai. Alors, les graphiques intraday. Deux choses. Moi, je vais choisir de faire confiance à ce grand chandelier du 5 juin sur l'US dollar index. Je suis ici en données 4 heures. J'ai le sentiment que l'US dollar index est en train de tester un support à 11 957. Qu'il retrace la séance de vendredi dernier. On peut être déçu du fait que durant la session asiatique, le dollar ne soit pas remonté en direction de ses sommets du 1er juin. Ça, c'est certain. On peut être déçu de ça. Mais malgré tout, pour le moment, je ne lis ce mouvement que comme un retracement de la forte hausse qui a eu lieu entre le 4 juin et le 5 juin. Essentiellement entre le rapport ADP et le rapport NFP. On est probablement sur une zone où ce dollar US peut tenter de se stabiliser, voire de rebondir. Si le dollar US trouve un support, moi j'aurais aussi tendance à attirer votre attention, comme finalement ce matin, sur cette zone entre 124,80 et 125 sur l'USD Yen. Où je pense que jusqu'à preuve du contraire, à savoir jusqu'à ce que si elle devait céder, mais j'aurais tendance à toujours chercher à la mettre à profit dans le sens de la tendance du dollar US. L'eurodoll, alors je vais réserver à l'euro un traitement différent selon les taux de change. Je vais mettre l'euro-dollar dans un premier temps et ensuite les autres paires en euros. Je vais être simplement factuel. L'euro-dollar teste pour le moment cette résistance à 1,1210 $. C'est ce point de clôture. C'est là aussi un retracement qui est certes important, mais c'est un retracement globalement ample de la jambe de baisse suite aux chiffres de l'emploi vendredi. Alors certes c'est fort, mais voilà, pour le moment on est sous cette oblique. Alors à moins qu'on la pulvérise à la hausse, ok, mais pour l'instant on est dessous. Moi j'utiliserai la prochaine clôture H4 pour statuer. Pour le moment on teste donc cette résistance. Donc je serais mal à l'aise, même si ça pour envisager des achats, j'ai le sentiment qu'on teste cette résistance. Après je sais pas, peut-être que ça passe ou ça va pas passer, aucune idée, mais pour le moment on est dessous. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est sous cette résistance et que l'USDN est sur un support. Les autres paires en euros, c'est différent. L'euro-yen, c'est vraiment propre comme construction. C'est vraiment très propre, notamment depuis 2 juin. Ce que fait maintenant l'euro-yen, c'est un range. Moi, ce qui me surprend, c'est la non-réaction du yen japonais suite à la tout de même forte révision des chiffres du niveau de la croissance économique au Japon au premier trimestre, la nuit dernière. Personne n'achète du yen, personne n'en veut. Et donc j'ai le sentiment qu'on fait un range au-dessus des 138,80 avant de pouvoir aller plus haut. Donc finalement m'intéresser au niveau de support sur l'euro-yen ne me pose pas de problème. M'intéresser au niveau de support sur l'euro AUD ne me pose pas non plus de difficulté. Du point de vue de l'analyse technique, on a eu ce matin d'ailleurs un beau pullback sur les 1,45 et ça donne le sentiment de relancer. De la même façon, l'Eurocad, pour les adeptes des figures chartistes, avait construit ici une structure en épaule, tête épaule inversée avec une ligne de coup à 1,3765. Ce matin, il a réalisé le pullback. Et depuis d'ailleurs, il a regagné 140 pips. Je vais vous le montrer en données journalières, l'Eurocad. Il a réalisé donc, voilà. Alors certes, on a eu un mouvement de retour qui était violent,
notamment le 5 juin, un grand corps assez déstabilisateur, essentiellement parce que le dollar canadien a été soutenu par des statistiques et d'un point de vue technique, l'eurocad a été bloqué par cette ligne de tendance. Et on constate en tout cas qu'au premier test, il y a un intérêt acheteur qui se remanifeste au-dessus des 1,3760. Donc pour le moment, voilà, ça relance dans le sens de la dynamique, notamment en place ici depuis la fin du mois de mai. Donc moi je ne suis pas gêné par exemple par le fait d'envisager l'euro yen ou l'euro CAD ou l'euro AUD progresser et un euro dollar patiner ou je sais pas moi rester sous sa résistance des 1,1210 parce que le dollar US tiendrait ce niveau de support. C'est pour ça que les situations sont tout de même délicates. C'est vraiment difficile, mais je vois les choses de cette façon-là. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des éléments fondamentaux qui soutiennent le dollar US, c'est pas bien compliqué. Des éléments qui soutiennent l'euro, on en trouve depuis quelques semaines, et notamment la semaine dernière. Voilà. Bon, écoutez, c'est ce que je peux moi pour l'instant vous dire. Mais là c'est vrai que c'est assez propre. Si je mets l'euro dollar au centre, le taux de change USD yen ici sur la droite et l'US dollar index ici sur la gauche, on constate tout de même la façon dont l'USD imprime sa dynamique propre au marché. Alors, les indices boursiers, parlons-en, parce qu'ils sont difficiles, et puis ça baisse quoi. Ça, c'est un fait, ça baisse. Ok, moi je vous montre ici l'Eurostoxx 50. Je reste toujours mal à l'aise par rapport à cette phase de baisse, comme j'ai tenté de vous l'expliquer en début d'émission, parce que je la trouve très lente, elle se fait point par point, c'est pas impulsif. Et j'ai surtout l'impression qu'il n'y a pas d'acheteurs, mais qu'à tout moment ils sont susceptibles de revenir en masse. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. L'Eurostoxx 50 et le DAX basculent, sont en train de basculer sous leur point bas du mois de mai. Précisément le point bas du mois de mai sur l'Eurostoxx 50 c'est 3480. Donc l'Eurostoxx 50 il est plus ou moins dessus, mais certes il bascule en dessous de quelques points. Mais on a une façon de baisser qui je pense a une forme chartiste un peu ici compressive qui voilà, qui me rend je dirais très mal à l'aise par rapport à des stratégies de vente en cassure de support. Je surveille cette ligne de tendance aussi sur l'Eurostoxx 50. Bref, ma stratégie sur les marchés actions européens sera la suivante. Mon opinion qu'à terme ça peut redémarrer, mais je vais cesser de l'anticiper en intraday. Le jour où j'ai une séance journalière, une vraie séance bullish, un vrai beau chandelier japonais journalier bien haussier, derrière ce sera le point de départ d'une vraie reprise. En l'absence d'un tel chandelier journalier, et si je bascule sur les chandeliers journaliers de l'Eurostoxx 50, la dernière fois qu'on a eu un chandelier journalier intéressant à la hausse, c'était le 7 mai. C'était vraiment la dernière fois où on avait eu ce chandelier-là. Là, admettons que les derniers chandeliers, ils ont une sale tête. Donc, je vais tout simplement patienter. Et lorsque j'aurai cette information, je pense qu'on pourra revenir. Mais pour l'instant, ça tombe. Hein. Enfin, voilà, c'est tout. C'est étonnant parce que pendant un certain temps, notamment au premier trimestre, les marchés actions de la zone euro, ils montaient de manière très linéaire, point après point. On avait l'impression voilà, que ça montait de manière très automatique. Et là, on a le sentiment que dans la phase de baisse, depuis la fin du mois de mai, ça baisse aussi de manière très robotisée. Chaque minute qui passe voit presque un point en moins, 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 et donc ça glisse. Ça glisse sans pour autant qu'on ait un choc violent. On est dans une phase de baisse qui est très différente de celle qu'on avait pu avoir en octobre, ici en octobre 2014. Ça avait été un vrai choc. Là, c'est une glissade. Donc pour le moment, ça continue. Et donc je dois admettre qu'aujourd'hui le DAX, eh bien, il est passé sous ces 11 163, hein, qui étaient les plus bas du 7 mai.
Alors d'ailleurs on a eu sur le DAX ce chandelier H4, c'était une cassure, bon bah depuis on s'enfonce et je dois admettre que le DAX il reste pour l'instant dans ce canal. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ce canal de baisse depuis le 26 mai, eh bien ça glisse. Moi je regardais justement les titres qui baissent depuis un mois et demi, et ce sont globalement les secteurs qui ont été le plus achetés, notamment le secteur auto. Voilà, Peugeot, Renault, etc. sont des titres qui perdent peut-être 10 à 15% depuis la mi-avril, mais ils en ont gagné 70% depuis le début de l'année. Donc ça reste quand même tout à fait raisonnable. Mais voilà. Bon écoutez, c'est ce que moi je pouvais vous dire sur ces marchés actions de la zone euro. Vous comprenez que la situation n'est pas très évidente. Alors, je maintenant reviens sur le graphique de l'once d'or, puisque là je pense avoir un graphique un peu plus clair. Je ne vais pas trop me casser la tête sur l'once d'or. Je reste sur deux séances que je trouve assez négatives. Celle du 3 juin, lorsque le XAU-USD a brisé cette ligne de tendance, et celle du 5 juin. Le 5 juin c'était vendredi, voilà, suite au bon chiffre de l'emploi. Donc pour le moment, moi j'estime que sur l'once d'or, il y a une première résistance entre 1178 et 1180. Pour le moment, on reste bien capé par cette toute première résistance oblique. J'ai toujours le sentiment que ce marché peut baisser davantage, dans le pire des cas faire un flat sous la résistance, mais finir par subir une nouvelle jambe de repli. Notamment si les acheteurs revenaient fermement donc sur le dollar US. Ça c'est donc ce que je pouvais vous dire. Sur l'argent, non, enfin j'ai pas un graphique aussi propre sur l'argent que sur l'once d'or, donc pour l'instant voilà, c'est ce que je peux vous montrer. Je vais maintenant, alors attendez, hop, voilà. Alors une question sur l'Eurocad. Ok, première question sur l'Eurocad. Alors l'Eurocad, alors que pensez-vous du rebond sur 37,60? Écoutez, j'oublie tout le cadre, juste graphiquement. C'est rebond sur un 37,60, donc ça fait pullback sur la ligne de coup d'une structure de creux qui était quand même jolie parce qu'elle a mis beaucoup de temps à se construire. L'Eurocad, il peut remonter à 1,40. Voilà, il peut remonter à 1,40 l'Eurocad. L'Eurocad peut remonter à 1,40. Aucun souci pour moi pour ça. Tant qu'il est soutenu par cette ligne de tendance, lui au moins c'est propre. L'Eurocad peut remonter à 1,40. L'euro-yen peut tout à fait remonter en direction de ses sommets du 4 juin, ici à 141. Ça ne me pose pas de problème ici donc sur ces paires en euros qui sont techniquement de toute façon hyper bullish. Et dans ces cas-là, l'euro GBP a aussi la possibilité de revenir chercher ici les 0,7360 et les 0,7380. Qu'est-ce qui soutient l'euro de manière générale? C'est ce qu'on a tenté de vous expliquer tout au long de la semaine dernière, c'est le maintien sous tension du taux d'intérêt des emprunts d'État. Et vous regardez aujourd'hui le Bund et les différents taux obligataires au sein de la zone euro, ça monte partout. Ça monte partout. Et le marché a le sentiment peut-être que ça pourrait monter davantage. Par contre, le jour où le marché aura le sentiment que le prix de ces contrats va cesser de chuter, c'est possible que là, l'euro soit impacté négativement. Mais pour le moment, ce n'est pas cette donnée que donne le marché. Donc il faut être prudent par rapport à ces tendances, et quitte à utiliser l'analyse technique, être vraiment précis pour mettre en place des stratégies de trading lorsque le marché sera au contact d'un prix bien donné. Alors, ok. Alors, question. Donc, le dollar néo-zélandais, j'ai déjà tenté de répondre tout à l'heure. La UD-USD, je vous remontre précisément ce même graphique que je vous ai montré ce matin. Je pense que sur l'hyper court terme, ce marché s'est stabilisé, on voit sur les points bas du 1er juin. Les 0,7598 sans pour autant la franchir une résistance. Il reste positionné sous cette oblique, sous les 0,7673, il n'y a aucun mouvement. On est vraiment dans ce range entre 0,76 et 0,7675. Mais on voit tout de même que la devise peut être sous pression.
Et voilà, et moi je m'intéresse toujours au 125 de l'USD Yen, jusqu'à preuve du contraire, je m'y intéresse toujours. Et voilà. Ok, alors je pense avoir répondu à l'essentiel des questions, en vous tentant de vous donner une image assez claire des éléments. Les marchés actions de la zone euro glissent, mais je trouve cette glissade traître, alors je suis méfiant. Quand un éventuel contre-pied, mais mon propos est désormais d'attendre une vraie séance de bourse d'inflexion pour en envisager la fin. À tout moment, des acheteurs peuvent revenir sur les marchés actions de la zone euro. Ayez toujours un œil, et vous avez la possibilité de le faire, sur l'évolution du prix du Bund, ce qui vous permettra d'une façon rapide d'avoir un état des lieux sur les taux obligataires au sein de la zone euro, parce que ce marché des taux au sein de la zone euro a actuellement beaucoup d'impact tant sur l'euro que sur le positionnement des investisseurs et peut-être leur phase d'attente actuelle vis-à-vis des actions de la zone euro. Le dollar US reste, je pense, toujours sous l'influence des bons chiffres de l'emploi de vendredi. J'aurais donc tendance à vous inviter à croire qu'aujourd'hui il ne fait que retracer et donc peut-être mettre à profit des niveaux de support, pourquoi pas sur l'USD Yen, voire, mais c'est agressif parce que l'euro a tendance à monter, cette résistance sur l'euro dollar à 1,1210. Mais bon, c'est un peu, c'est délicat, mais c'est une résistance. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs. Vous retrouvez Sylvain le Ganadin à partir de 17h30 pour une émission Closing Bell, refaire la séance pendant 15 minutes à l'aide des graphiques intraday, notamment sur le DAX, le CAC et le taux de change euro-dollar, suivi d'une session éducative à partir de 18h sur ce même thème de l'intraday, day trading, scalping. Quant à moi, je vous retrouve demain après-midi pour la prochaine émission Wall Street Insider.